Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me permet de recevoir pour la deuxième fois Martine et Gérald Darlin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes donc les restaurateurs, les anges gardiens, encore une fois, je reprends l'expression du Figaro Magazine, du château Renaissance de Bournazel, au sud de Rodez, dans l'Aveyron. Et après avoir raconté la semaine dernière comment vous aviez connu ce château et comment vous en étiez devenus d'abord les propriétaires et puis ensuite les restaurateurs, je voudrais qu'on en vienne maintenant à ces travaux de restauration qui ont donc, au total, aujourd'hui vous estimez que c'est fini. Oui. Donc au total, ça aura pris quoi, 14 ans 14 ans. 14 ans. 14 ans, avec combien de corps de métier associés à cette restauration ? À peu près 5-6 corps de métier. Ça veut dire, grosso modo, à peu près 25 personnes pendant équivalent d'une dizaine d'années. Donc, mais la plupart, le plus gros travail, ça a été 2 corps de métier. Premièrement, la taille de pierre, la maçonnerie taille de pierre, et deuxièmement, tout ce qui est menuiserie et ébénisterie. Vous n'êtes pas du bâtiment, si je puis dire. Bon, vous avez déjà, quand vous achetez Bournazel, vous avez déjà restauré un château, mais d'une dimension qui est considérablement inférieure à celle de Bournazel. Et donc, à qui faites-vous appel pour faire votre plan d'attaque ? Vous avez dit, il faut d'abord restaurer ce qui risque de se casser la figure. Bon, ça, c'était clair. Mais ensuite, il y a énormément de choses à refaire. Et comment fait-on et avec qui fait-on son plan d'attaque ? Martine Arlin. La première chose a été de choisir un architecte. Parce que tout seul, c'était pas possible. On a besoin d'un architecte et c'est là qu'on a choisi Bernard Voinchet pour nous aider, pour nous épauler. C'est un ACMH, architecte en chef des monuments historiques, un ancien inspecteur. C'est un homme qui n'est pas extrêmement jeune, mais comme tous les architectes. On n'est jamais architecte quand on a 20 ans. Quand on regarde à quel âge Michel-Ange a repris le chantier de Saint-Pierre de Rome, il a plus de 65 ans. Donc, c'est vraiment... Et on choisit cette personne et c'est avec lui qu'on a cheminé, en fait, jusque pendant 14 ans. Et le plan s'est élaboré comment ? Alors, vous avez, avec lui, donc avec Bernard Voinchet, vous avez commencé à prévoir des étapes, dont j'imagine d'ailleurs que le château s'est chargé de... je dirais, vous faire modifier en route les étapes que vous aviez prévues. Mais on commence par quoi ? La conservation du bâtiment. Et tout de suite, les difficultés arrivent. Parce qu'il y a des pièces porteuses qui sont fracassées, qu'il faut changer. Donc, il fallait trouver de la pierre. Le premier chantier a été de trouver de la pierre. On a, grâce aux habitants du village, pu localiser vaguement où était l'ancienne carrière. Et là, on fait appel à l'entreprise Vermorel. Alors, monsieur Vermorel, lui, c'est la pierre, son truc. Et donc, il se promène dans la campagne à 3-4 kilomètres et il repère le front de carrière. Mais alors, je vous assure, pour repérer un front de carrière, il faut vraiment être spécialiste parce que il y a une petite pente, mais c'est rempli de végétation. Et c'est comme ça qu'il a commencé à trouver de la pierre. Alors, il est un tailleur de pierre dans la, si je puis dire, dans la hiérarchie. Oui, et puis il est compagnon du Tour de France. Enfin, c'est une affaire de compagnon. C'est quelqu'un qui a participé à la restauration d'énormément de grands édifices. À Rodez, il a participé à la rénovation de la cathédrale. Et donc, il trouve ce front de carrière, donc la carrière, donc des pierres. Donc, vous avez d'abord vous avez été en manque de pierres. Ensuite, une fois que vous avez ces pierres et que vous avez pu refortifier ceux qui avaient besoin de l'être, quelle est l'étape que vous aviez prévu de suivre et quelle est celle que vous avez suivie ? Peut-être est-ce la même, peut-être non. On a, dès le début, on savait que on allait en faire un château-musée. C'est-à-dire que, fatalement, c'était très grand
et la qualité architecturale faisait que on pensait que c'était un superbe écrin pour présenter des collections contemporaines, c'est-à-dire du XVIe et du XVIIe siècle. Et donc, après avoir conforté cette première phase de confortation, notamment de l'aile est, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur l'aile nord et on a ôté toutes les cloisons qui avaient été posées dans le passé. On a mis à nu tous les enduits, tous les murs. Et donc, ça nous a permis du reste de retrouver les enduits d'origine, qui étaient des enduits à l'italienne, qu'on appelle du marmorino, c'est-à-dire de la chaux avec de la poussière de marbre. Et donc, voilà, on a restitué ça. Donc, la première chose, ça a été de restituer le rez-de-chaussée, le premier étage de l'aile nord, ce qui nous a permis, dès 2011, d'ouvrir l'intérieur à la visite. C'était le premier objectif pour nous. Les plus grosses surprises que vous avez eues? Oh, c'est des surprises positives. La seule surprise, les surprises positives, c'est quand un peu plus tard, en travaillant et en fouillant, on a découvert tous ces vestiges dont j'avais parlé déjà, et ces vestiges qui après nous ont permis d'envisager une restauration beaucoup plus complète, parce que là où auparavant, on était dans le flou parce qu'on ne savait pas. On avait juste des gravures, mais on ne savait pas exactement quelles étaient les moulures, etc. La découverte de 800 vestiges du plus petit au plus gros, quand je dis au plus gros, c'est une tonne ou quelque chose comme ça, nous permettait bien entendu d'avoir une parfaite connaissance de toutes les moulures et de tous les détails des façades des parties détruites. Il y a le château, mais il n'y a pas que le château, il y a aussi des jardins. Et vous êtes aussi attaqué, si j'ose dire, au jardin, Martine Arlin. Ah, c'est le complément indispensable du jardin qui a été recréé par Thierry Verdier. Alors Thierry Verdier est un architecte et un historien de l'art qui est à Montpellier. Et on a été en relation avec lui puisque certains de ses stagiaires étaient venus faire des stages à Bournazel. Et c'est lui qui s'est intéressé à ça. Parce qu'il ne restait pas beaucoup, mais il restait des éléments en place. Parce que une fois qu'on avait vu les belles vaches dans le pré, il restait des petits éléments mais qu'on ne voyait pas. Et il s'est attaqué au problème en se disant, il est parti du postulat que au XVIe siècle, c'est l'architecte qui dessine les jardins. Et il a repris le module de composition de l'aile est. Et il a fait il a fait un modèle théorique, et à partir du modèle théorique, c'était pas une petite affaire, on a fait des sondages archéologiques à des endroits précis pour pouvoir retrouver les choses. Et comme il avait vraiment très bien travaillé, il a retrouvé les choses. On a retrouvé en particulier un autre bassin circulaire, et puis tous les canaux d'irrigation étaient encore en place. Et c'est comme ça qu'il a pu faire le plan. Et ensuite, on est passé à l'action. Au fond, une espèce de travail de détective avec beaucoup de jus de crâne et de suppositions, de simulations, j'imagine, et la satisfaction de voir que les hypothèses du détective sont vérifiées par les sondages et par les différents moyens d'explorer ce qu'on sait avoir été le territoire de ces jardins. Vous m'avez dit que les surprises ont été plutôt agréables, mais j'imagine quand même que sur une période de temps aussi longue, on a quelquefois la tentation de raccrocher les patins, comme disent les Québécois, et de revenir à des activités moins difficiles. Encore, c'était quasiment impossible. C'est exactement comme quand on gravit
une montagne, une face nord, et on ne peut pas redescendre. Et la seule façon de redescendre, c'est d'aller en haut et de redescendre par la face sud. Et on était un peu dans cette condition. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ces restitutions, la première, juste après, j'expliquais tout à l'heure qu'on avait restauré l'aile nord. Juste après, il a fallu adosser l'aile est, qui était en fait une espèce de façade en plein vent. Et donc, il fallait la contrebuter. Donc, on a fait un premier dossier pour restituer toute l'aile est auprès de la Commission supérieure des monuments historiques. Ça, c'était à la fin de l'année 2008. Puis après, une deuxième fois, en 2015, après avoir retrouvé tous les vestiges, avec je dirais, une restitution très scientifique du bâtiment de l'escalier, du pavillon de l'escalier. Mais pourquoi je dis qu'on ne pouvait pas redescendre ? C'est-à-dire, quand vous passez en commission supérieure, c'est du qui tout double. Quand on vous dit non, vous ne le ferez pas, eh ben vous n'avez qu'une chose à faire, c'est reprendre votre dossier. Il n'y a pas de procédure d'appel. Donc, c'est pas un tirage avec remise. Et donc, c'était une période assez angoissant. C'est-à-dire que, bon, on s'était entouré d'équipes très performantes, très scientifiques, etc. On avait une certaine crédibilité, mais c'était pas pour autant gagné. Alors, cette commission supérieure des monuments historiques, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, vous avez, pour différentes tranches de rénovation, vous avez présenté votre projet à la commission supérieure, qui est composée... C'est composé de personnalités qualifiées, on va dire, c'est-à-dire il y a par exemple Alexandre Gady qui en faisait partie. Vous avez l'histoire du patrimoine à la Sorbonne. Vous avez effectivement des professeurs d'histoire de l'art, vous avez des inspecteurs, vous avez des architectes, bon, voilà. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires également, bien entendu, du ministère de la Culture. Et alors vous vous présentez, vous venez avec votre architecte, vous présentez votre dossier, qu'auparavant, évidemment, les membres de la commission ont déjà consulté, étudié. Vous faites une présentation qui dure peut-être environ une demi-heure. Et puis, c'est l'architecte qui fait sa présentation. Après, on vous pose des questions, donc vous répondez. Et après, vous sortez de la salle. Et pendant ce temps, effectivement, il délibère. Donc, c'est des périodes assez inquiétantes, on va dire. Mais dans les deux cas, puisqu'on est passé 2 fois en commission supérieure, dans les 2 cas, on a eu une quasi-unanimité, ce qui était très réconfortant. Et ça donne véritablement du baume au cœur et ça nous encourage à poursuivre. Parce que ça veut dire on ne se trompe pas, parce qu'il peut y avoir toujours un doute. Pendant les travaux, la vie reprend, et elle reprend aussi pour... l'extérieur, c'est-à-dire que dès que vous avez pu, vous avez organisé par exemple des concerts ou des représentations théâtrales, des concerts de musique Renaissance qui se donnaient à l'extérieur parce que rien encore ne permettait de le faire à l'intérieur. Et à ce moment-là, quelle réponse vous avez senti quand les gens de l'extérieur ont commencé à pouvoir venir ? Pas seulement les gens des environs, mais aussi les gens des environs. Comment est-ce que vous avez senti que se présentaient les choses, Martina? Ah oui, ça se présentait bien, très bien, parce que moi, je surveille le visiteur et je regarde sa tête à la sortie. Et ils avaient tous l'air réjouis. Je trouve que c'est la meilleure façon de se faire une idée. Et il y avait aussi des personnes qui avaient travaillé dans cette ancienne maison de retraite et qui étaient absolument ravies de voir que ça revivait, comme si le pire n'était pas certain. Et l'idée de faire venir du public, pas seulement pour visiter, alors évidemment il y a un aspect économique qui est important et qui le sera de plus en plus, mais aussi pour que ce bâtiment vive, parce qu'une fois qu'on a restauré les pierres, encore faut-il que tout ça ait de la vie et continue ou plutôt reprenne sa participation à la vie locale. Comment est-ce que ça se présente pour vous Mais je dirais qu'il y a eu une évolution. Au début, vous savez, les villageois
nous regardaient, étaient contents, comme le disait à l'instant Martine, de voir que ça allait reprendre un peu vie. Mais au début, ils n'y croyaient pas vraiment. Ils pensaient que, bon, on s'arrêterait vite, que peut-être qu'on se lasserait. Ou, bon. Et petit à petit, ils ont vu qu'on était à peu près sérieux, quoi, qu'on allait jusqu'au bout et qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, on a commencé à discuter avec les villageois, avec le conseil municipal. Et assez rapidement, on s'est aperçu que ce château, au XIXe siècle, avait été complètement ouvert sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Vous savez quelle est l'importance du foirail dans ces petits villages occitans. Et donc, on nous a suggéré de changer complètement l'ouverture et d'accueillir le public par le foirail. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qu'on a fait il y a à peu près 3 ans, 4 ans maintenant, c'est une décision qu'on a prise il y a 4 ans. Et à partir de là, on s'est aperçu que le village s'y intéressait beaucoup plus, se réappropriait le château. Et parce qu'il s'est de nouveau inscrit en fait dans la vie économique du village. Pourquoi ? Parce que, premièrement, quand vous avez des visiteurs, à peu près, en 2019, on devait avoir à peu près 17 000 visiteurs, obligatoirement, ça permet de faire vivre des gîtes locaux. Deuxièmement, depuis, il y a eu 2 magasins qui se sont ouverts, un salon de thé, plus un magasin de souvenirs. Donc, ça veut dire que on redécouvre l'économie d'un château. Ils ont redécouvert ce que pouvait représenter l'intérêt touristique et le développement touristique d'une région qui, jusqu'à présent, était exclusivement rurale. Alors, ces 17 000 visiteurs, est-ce que vous en faites faire des portraits ? Je veux dire, est-ce que vous leur mettez quelques sociologues pour savoir un peu quels sont leurs âges, leur métier, leur provenance, ou vous vous contentez de les accueillir ? On se contente pour l'instant de les accueillir. On demande maintenant quelle est leur nationalité, quel est leur département d'origine. Mais je sais que petit à petit, on va obligatoirement segmenter nos visiteurs. Pourquoi ? Parce qu'on a la visite classique et puis petit à petit, on se lance dans des visites à thème. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une collection de tableaux, une centaine de tableaux du XVIe et XVIIe siècle. Eh bien, il y aura des visites plus particulièrement axées sur la peinture, d'autres plus particulièrement axés sur le mobilier, etc. Donc, petit à petit, voilà comment ça se passe. D'autre part, on a aujourd'hui la visite est libre, et c'est ouvert à la visite plus de 150 jours par an, et en plus, il peut y avoir des visites organisées avec des groupes, et les groupes, comme vous le savez, sont très divers. Il y a 15 jours, on a reçu un groupe qui était les anciens directeurs de la communication des grandes entreprises françaises. Bon, vous adressez pas de la même façon à un groupe comme celui-ci qu'un autre groupe qui, faut l'avouer, a beaucoup moins de connaissances historiques. Vous savez, il y a des gens qui viennent nous voir et qui ne savent pas ce qu'était l'Antiquité, par exemple. Oui, ou la Renaissance. Ou la Renaissance. Le travail les travaux que vous avez entrepris, ce sont des travaux de longue haleine et ce sont des travaux coûteux. Ce sont des travaux que la puissance publique est censée aider. Quel est le statut du château aujourd'hui ? Il avait été déclassé, comme vous le disiez tout à l'heure, et est-ce qu'il reste complètement en dehors des classements, ou est-ce que... Non, c'est un château qui a été reclassé. Il a été reclassé en 1942. Et donc, il a le statut de monument historique. Je vous rappelle qu'il y a 2 niveaux. Il y a l'inscription et le monument historique. Et donc, il bénéficie du vrai classement. Alors, monument historique, quand il s'agit de financer une restauration de cette importance, ça compte pour quoi ? Pour combien ? Ça compte, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement
déduire les travaux qui correspondent à la restauration. C'est pas pour des travaux d'aménagement, par exemple, ne seraient pas déductibles, mais les travaux importants tels que ceux dont on a parlé, de restitution, etc., à partir du moment où ils ont été approuvés par la commission supérieure, sont des travaux considérés comme déductibles au titre de la loi Malraux. Donc, on bénéficie de la loi Malraux. On en bénéficie vraiment parce que il y a eu une période où on disait que l'État mettait beaucoup de mauvaise volonté à reconnaître ces travaux. Ben non, à partir du moment où c'est une restauration importante, à partir du moment où elle est validée en plus haut lieu, eh bien, c'est des travaux qui sont tous suivis et le moindre détail a été suivi par la direction régionale des affaires culturelles de l'Occitanie. Et donc, non, on n'a pas été dans une situation dans laquelle, je dirais, la déduction au titre des monuments historiques a été remise en cause. Il s'agit d'avoir un dossier sérieux, bien entendu. Bon, mais vous n'avez pas eu affaire à un payeur de mauvaise foi. Non, on n'a pas eu affaire à un payeur de mauvaise foi, contrairement à ce que pense, parce que souvent on nous pose la question, est-ce que vous avez eu des subventions? Et c'est faible, c'est-à-dire que les subventions pour des travaux comme celui-ci, c'est de l'ordre de 15%, donc c'est très peu. La restauration des bâtiments en France est principalement garantie par cette fameuse loi Malraux. Alors vous avez aussi, à l'intérieur du château, créé quelque chose qui n'existait pas, on peut imaginer, ou peut-être y avait-il un théâtre, à l'intérieur du château, qui était un auditorium d'à peu près 150 places. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette création? Qu'est-ce que vous en avez déjà tiré? Qu'est-ce que vous en espérez pour l'avenir, Martine Arlin? C'était quand même très pratique d'avoir un endroit où on peut faire un colloque dans des conditions convenables. Parce que tous les ans, on a un colloque qui est organisé par le CNRS et l'Université de Montpellier, où il y a des élèves qui viennent en autocar. Donc, l'auditorium de 140 places est pratiquement complet. Donc, moi, j'ai un souvenir des premiers colloques où tout d'un coup, c'était derrière une cheminée et ça s'est mis à fumer. Enfin, c'était tout à fait étrange. On a eu des surprises comme ça. Donc, c'est vraiment un endroit à la fois pour des colloques, mais c'est aussi pour de la musique. Parce que c'est très bien de prévoir d'être dehors, mais il y a pas beaucoup de spectacles qui peuvent se faire dehors avec une certaine sécurité. Parce que même si c'est l'été, de temps en temps, il y a des orages. Oui. Donc, c'est un instrument de travail. Et vous avez eu, je crois, la bonne surprise de découvrir, enfin vous saviez qu'elle existait, mais non seulement de découvrir une chapelle, mais en plus de pouvoir la décorer d'une manière assez inattendue. Est-ce qu'on peut terminer sur cette belle histoire, Martine Arlin? La belle histoire de la chapelle. On a à Versailles un restaurateur de tableaux qui nous a dit: est-ce que vous n'auriez pas envie de racheter la boiserie et le retable de la chapelle des enfants de Madame de Montespan? Alors c'est une histoire un peu complexe et curieuse. Le propriétaire de cet ensemble souhaitait vendre parce qu'il savait pas trop quoi en faire. Et donc, après des négociations, il a accepté. Il ne nous l'a pas vendu comme ça. Il n'a accepté de vendre que si c'était ouvert au public et visible, parce que cette chapelle était classée monument historique. Donc, après qu'il se soit déplacé, on a pu racheter cette chapelle et notre ébéniste a refait les plans et on a pu lui faire une place particulière dans les combles, à l'endroit où était l'ancienne chapelle. Et là, on a remonté c'est quelque chose d'extrêmement luxueux, avec énormément de dorures, quelque chose de presque royal, avec un retable de l'adoration des bergers de Claude Vignon, qui est tout à fait
magnifique. Et d'ailleurs, Madame Patch-Bassani, la grande spécialiste de Claude Vignon, est venue il n'y a pas longtemps pour inaugurer la chapelle. Et elle nous a dit que c'était la très bonne période de Claude Vignon, les années 1630-35. Et donc, pour l'anecdote, notre ébéniste, quand il a monté la chapelle, il s'est enfermé dans la chapelle. Il ne sortait plus et il ne faisait que ça, parce que c'était tellement compliqué qu'il fallait absolument pas le déranger. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque comme un studiolo, parce qu'en plus de ce retable, il y a toute la vie de la Vierge dans des plus petits tableaux. Et c'est vraiment aussi un endroit, évidemment, de délectation. Alors c'est religieux, mais il y a un côté de délectation vraiment un petit studiolo à l'italienne sur un thème religieux. Eh bien, je pense qu'il nous reste à inciter les auditeurs, s'ils ne le sont pas déjà, à aller voir non seulement cette chapelle, mais la restauration du château de Bournazel, qui est donc, je le répète, dans l'Aveyron, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rodez, et qui est ouvert à la visite normalement de quoi? De juin à octobre? Oui, c'est ça, de Pâques, même on va dire de Pâques jusqu'à la Toussaint, donc un peu plus de 150 jours. Et de toute façon, les groupes peuvent accéder à la visite, y compris les visites à thème, quand ils le souhaitent. Martine et Gérald Darlin, merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau supplément, si c'est pour la culture qu'on a déjà donné.